Le pays va mal, la République démocratique du Congo, notre pays va mal, notre pays est agressé, beaucoup de Congolais meurent, les enfants sont massacrés, les tueries en masse, les tueries en désordre, beaucoup de dénonciations, mais aucune sanction, aucun engagement, en tout cas visible, pour la cause de la République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui s'est fait à travers le monde. Le cas Ukraine, par exemple, aujourd'hui, nous savons voir comment l'Union européenne se mobilise simplement parce que les États-Unis ont pris une autre voie afin de trouver solution à cette question. Nous voyons comment on se mobilise pour le cas de l'Israël. On voit, mais le cas de la République démocratique du Congo, jusqu'ici, à travers le monde, les gens se limitent à dénoncer. Et pourtant, c'est grave, c'est avéré, c'est tangible. Et voir un autre pays, en tout cas à ce siècle, venir avec des militaires visibles et n'est plus accepter haut la main à qui veut l'entendre, avoir agressé un autre pays, ici la République démocratique du Congo. Lorsque nous observons également la réaction de l'Union africaine, mais il n'y a pas une réaction engagée comme telle. Et quand vous regardez beaucoup de pays, on aurait l'impression qu'ils sont tous dans le coup contre nous. C'est à nous, alors cette fois-là, Congolais, de pouvoir prendre conscience et nous déterminer pour sauver notre pays. En tout cas, merci. Merci, c'est à travers ces mots que nous introduisons notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions, chers membres de la communauté. Le temps est grave. Comme nous l'avons dit, notre pays est agressé. Vous avez la responsabilité. En tout cas, malgré nos différents dans le passé, différents dans le sens de nos incompréhensions dans le passé, mais je pense que dans le cadre maintenant du pays, dans le cadre, n'est-ce pas, du combat pour l'intérêt du pays, nous avons aussi tout intérêt, en tout cas, de voir les choses de la même manière, parce qu'ici, il s'agit de l'agression contre le pays. Ce n'est pas un problème des uns contre les autres, même si, dans cette agression, il y a certains Congolais que nous savons bien reconnaître. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vous êtes toujours attentifs, vous nous suivez pratiquement chaque jour. Nous vous prions, à travers chaque numéro, de partager toujours l'émission, qu'on soit nombreux, qu'on élargisse la communauté, qu'on donne les avis, qu'on comprenne ce que nous devons pour le pays, à travers vos messages, à travers vos j'aime, à travers vos appels. Ça nous aide en toute réalité à comprendre comment nous devons faire le travail. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve encore aujourd'hui, mais nous allons échanger autour de quoi? Vous avez suivi, les gens donnaient les informations ici, que l'armée ougandaise, qu'est-ce que je dis? Que l'armée burundaise a déjà quitté le sol de la République démocratique du Congo. L'armée burundaise. Non, ils se sont retirés. Non, après qu'on ait signé un pacte de non-agression avec le Rwanda, l'armée burundaise s'est retirée. Cette information a été rendue publique par Reuters. Je ne sais pas si c'est un journal, vous allez m'excuser. Et c'est une fausse information. Un fake news. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baratuza, cette information est fausse. L'armée burundaise ne s'est jamais retirée du sol congolais. Elle est placée dans des zones où elle a été appelée à pouvoir, en tout cas, prouver son apport pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et donc, l'information qui a circulé depuis avant-hier, que l'armée burundaise s'est retirée, elle s'avère aujourd'hui fausse. Et la confirmation est faite par le porte-parole de l'armée burundaise. Nous vous avons parlé du général Gaspard Baratuza. Qui bloque les sanctions contre le Rwanda malgré les condamnations, qu'on parle de l'Union européenne, qu'on parle de beaucoup de pays d'Europe, qu'on parle de l'ONU dans ses différentes poches? Le monde entier a vu et sait comprendre que, à ce jour, la République démocratique du Congo est agressée. Mais on ne sait pas, dans le cadre, par exemple, de l'Union européenne, avoir des sanctions contre le Rwanda. Sachant bien aussi que, et ça, les gens l'ont dénoncé,
l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda sur les minerais, sur l'exploitation des minerais, et sachant aussi bien que le Rwanda n'a pas ces minerais stratégiques. Et on a accusé comme tel l'Union européenne, les interventions, que ce soit dans le Parlement européen, beaucoup de députés sont intervenus comme pour demander des sanctions contre le Rwanda. Les uns sont allés dans le sens de ne plus avoir de discussions du genre avec le Rwanda. D'autres ont souhaité qu'on suspende jusqu'à ce qu'il aura retiré maintenant ces militaires du sol congolais, mais aucune sanction. Mais en fait, quand on se rend compte qu'il y a un pays qui bloque. Le pays en question, c'est la France, qu'on appelle l'Hexagone, par sa forme. La France. Et lorsqu'on parle de la France, on voit Emmanuel Macron. Et donc, si aujourd'hui le Rwanda n'est pas sanctionné par l'Union européenne, le pays qui met son veto, qui s'oppose aux sanctions contre les Rwandais, ce pays s'appelle la France, son président s'appelle Macron. Peu importe l'impression qu'on a eu à donner pour nous flouer, pour nous distraire, comme quoi j'ai échangé avec Paul Kagame pour qu'il retire ses militaires du sol congolais. Il s'avère aujourd'hui être faux, comme échange avec le président rwandais. La troisième question, les Nations Unies accusent aujourd'hui l'armée rwandaise, le M23 et l'AFC, de massacrer, de tuer en masse, des tueries sommaires, des enfants. Et nous allons développer cette question très attentivement et très calmement. Il y a la présence de l'armée ougandaise en Ituri pour l'opération conjointe afin de traquer les ADF. Est-ce que c'est une bonne chose? Leur retrait ne va pas poser problème. Est-ce que ce n'est pas un prétexte comme les Rwandais l'ont fait aussi contre les FDLR? Et la conséquence aujourd'hui, ils sont là, ils ont voulu en tout cas s'asseoir et créer une zone tampon prétextée qui pourrait les rassurer contre les agressions ou sinon les attaques des FDLR. Est-ce que du côté Ouganda, nous n'allons pas aussi connaître le même cas avec les Ougandais qui entrent pour traquer les ADF? C'est à nous d'offrir l'œil et les bons. En tout cas, merci. Il y a aussi Martin Fayoulou qui a échangé avec quelques responsables de la confession religieuse. Encore la confession religieuse. Mais là, c'est une quoi est passé. La confession religieuse encore pour perturber les choses comme ils le font souvent lors des élections. Toujours eux. Si on a eu dans le passé des présidents de la CENI toujours contestés, c'est à cause de nos pasteurs aviles d'argent, aviles du positionnement et conséquences, au lieu de nous faire le choix des hommes capables de pouvoir redresser les choses au pays, de pouvoir aider le pays à travers l'organisation de bonnes élections. Mais malheureusement, et de temps en temps, ils nous proposent des hommes, en tout cas visiblement, avec peu de morale. Conséquence, les choses ne sont pas bien faites et n'avons pas souvent de bonnes élections au pays. En tout cas, merci. C'est autour de ça que nous allons échanger aujourd'hui. Merci, n'allez jamais ailleurs. Restons ici, parlons souvent pays ici, c'est notre pays. Je vous aime beaucoup parce que vous-même, vous comprenez en tout cas la nécessité de pouvoir défendre le pays et l'intérêt que nous avons à voir notre pays dans ces conditions où nos parents qui se sont battus pour son indépendance nous ont laissés. En tout cas, merci. Ce n'est pas très important de revenir alors sur ce que nous avons dit, mais juste un rappel, parce qu'il n'y a pas assez de commentaires, ça va dans le sens de l'information, comme nous vous avons dit, les militaires burundais ne se sont pas retirés du sol congolais. Une fausse information a circulé. Maintenant, la vraie information provient du porte-parole de l'armée burundaise, qui se nomme Général Gaspard Baratuza. Si on est revenu un peu sur cette question, c'est simplement pour vous montrer que actuellement, il y a beaucoup de fausses informations. On monte trop de dossiers
invraisemblable, dont l'objectif est simplement, si ce n'est pas de faire paniquer les gens, de croire que c'est fini pour le pouvoir de Kinshasa. Et vous avez suivi même un audio qui circulait, qu'on a collé au nom de la mère du président de la République. Or, tout le monde sait suivre, tout le monde sait comprendre sa voix. Ça n'a rien à voir avec Maman Marthe. Et que ce soit les images qu'on a présentées. Et quand vous prenez les sons, le point de vue qu'il a parlé sur la question, la mobilisation des Congolais, et il a cité toutes les tribus, nous devons nous considérer comme un seul pays. Et vous comprenez les voix, c'est incomparable. Et donc, on monte des choses comme ça simplement. On nous pousse à la division. On veut opposer telle communauté à telle autre pour que dans cette division-là, et en profite. Et nous devons, nous, être vigilants. On n'a pas besoin de ça. Trop de fausses informations. Il y a des gens aussi qui font l'éloge, en tout cas l'apologie du Rwanda, comme vous n'avez pas l'idée ici. Ce n'est pas intéressant. D'autres vont plus loin pour dire non, à Kinshasa, les Swahili ils sont traqués. Mais à Kinshasa, ici, Kinshasa c'est pour qui d'abord? Kinshasa ici c'est pour qui? Est-ce que quelqu'un qui a déjà été à Kinshasa peut même me réfléchir une minute à ça? Kinshasa ici c'est pour qui? Qui sont plus majoritaires à Kinshasa ici? Je pense que de mon point de vue c'est les Swahili. Non, on n'a jamais, au Congo nous on n'a jamais ça. Votre comportement rwandais, vous ne pouvez pas venir nous l'imposer, nous ici. Entre nous, nous nous acceptons très normalement. Très normalement. Swahili, c'est une langue pour nous. Chiluba, c'est une langue pour nous. Congo, c'est une langue. Lingala, c'est une langue. Mais, comme hommes, nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas des Swahili, nous ne sommes pas des... Non, nous sommes des Congolais qui avons nos 4 langues. Le problème ne se pose pas. Ne confondez pas votre pays au nôtre, non. En tout cas, merci. L'Union européenne, la France de Macron, dénommée Hexagone, de par sa forme. Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire réfléchir le gouvernement français, qui d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, comment dirais-je, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de les vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Aujourd'hui, c'est à la face du monde, tout le monde comprend. S'il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda dans le cadre de l'Union européenne, le responsable s'appelle Emmanuel Macron, qui a donné l'impression la fois passée d'avoir échangé avec Paul Kagame pour qu'il retire ses militaires, que Paul Kagame n'a jamais retiré ses militaires. Je vais vous rappeler ici qu'après le génocide rwandais en 94, 95, 16, le courant ne passait pas entre la France et les États-Unis, jusqu'en 2000 je pense. Il a fallu qu'on trouve un prétexte parce qu'il y avait un citoyen rwandais qui était en France, qu'on avait accusé comme génocidaire, qu'on devrait maintenant le poursuivre. Lorsque la France a semblé résister, le Rwanda a trouvé un prétexte pour l'accuser, comme quoi il protégerait maintenant les génocidaires. Et c'est à partir de là que la France a commencé à s'incliner et créer des relations avec Kigali. Depuis lors, la France est devenue très faible face à Kigali. Est-ce que c'est parce qu'elle se sent culpabilisée du fait de n'avoir pas protégé les citoyens rwandais à son temps, lors du génocide?
Ou c'est pourquoi on ne comprend plus rien. Et pourtant, le Rwanda a déjà tourné le dos à la France, à la culture française. Bien qu'on ait la secrétaire générale de la francophonie, Michel Kiwabo, qui soit rwandaise. Mais le français ne peut plus vraiment parler au Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'anglais. On a tourné le dos. C'est la petite impression qu'on donne aujourd'hui. Mais la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone, qui vend la culture française, qui fait tout pour la France, et la France ne sait pas appuyer la République démocratique du Congo. Mais la seule chose pour la RDC, c'est aussi d'avoir des réponses proportionnelles. C'est là où je ne sais pas comprendre finalement c'est quoi. On peut prendre une décision, par exemple, de quitter la francophonie. Ce n'est pas compliqué. On peut dire, par exemple, nous n'allons plus acheter les produits, par exemple, français ici. Ce n'est pas compliqué. Que la France se rende compte que, en fait, est en train de perdre un grand pays de la francophonie. Cette francophonie nous apporte quoi? Le temps qu'on pouvait même... Regardez même les pays francophones, comment ils se comportent, comment ils nous regardent à ce jour. Alors nous prétendons être aux côtés de la France, autour de la francophonie, pour vendre la culture française en vertu de quoi? Est-ce qu'il est difficile, si nous prenons par exemple la décision d'adhérer du camp des anglophones, le problème c'est à quel niveau? Et là, vous verrez que les pays anglophones se protègent, ils sont plus dans le développement, et ils ne s'attaquent pas, et voilà, ils permettent l'émergence, ils évoluent. Mais quand vous regardez les pays francophones, ça pose trop de problèmes. Pourquoi? Parce que la France, son nez est toujours là. Ce qui est pour la République démocratique du Congo, il faut le souligner, je pense que à la base aussi, c'est le code des miniers qu'on avait voté. Ce code des miniers, visiblement, n'a pas enchanté beaucoup d'Occidentaux. Vous allez nous excuser parce qu'il fait chaud. Et on réfléchit. Ce code des miniers n'a pas enchanté beaucoup d'Occidentaux, déjà habitués à exploiter pratiquement gratuitement les minerais du sol congolais. Et lorsqu'on a le code minier qui préserve ne fût-ce que quelques pourcentages pour le pays, et voilà, ils ont cru que, en tout cas, c'est une manière de ne pas le respecter. Et ils vont nous quitter, ils vont aller au Rwanda maintenant pour avoir la gratuité de minerais. Ça, c'est ma lecture. Je peux avoir tort, mais j'ai l'impression d'avoir raison qu'à cause du code minier, ils n'ont pas voulu passer par là, parce qu'ils n'aiment pas que nous ayons des pourcentages. Si nous avons un peu d'argent, nous risquerons maintenant d'organiser notre pays et devenir puissants avec tout ce que nous avons comme minerais. Pour nous affaiblir, il faudrait qu'on utilise d'autres pays. À ce moment-là, nous n'aurons pas le temps, parce qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, les minerais stratégiques sont chez nous. Il faut nous créer des distractions pour que nous ne soyons pas concentrés à la transformation de ces minerais, sinon nous serons alors puissants. Et voilà, il passe par le Rwanda. Mais là où ça ne passe pas, c'est lorsque c'est la France qui mène la danse. Je crois que la bonne décision serait de nous séparer de certains produits français, en tout cas de quitter la francophonie. Ce sera justice pour nous. Et je crois que la France pourrait cette fois-là réfléchir 2 fois. Parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Là, on est en train de nous confisquer le pays par la bénédiction de la France. Et nous ne pouvons pas avoir des yeux doux face à la France qui nous détruit en même temps. Il faut des mesures fermes. De notre point de vue. De notre point de vue. L'autre question, elle est très choquante. Je ne sais pas si c'est jusqu'à quand. Le monde, il est mauvais. Le monde est très mauvais. Le monde, c'est les intérêts simplement. Il n'y a pas, on n'aime pas les gens. La vie humaine
n'intéresse pas. Donc le plus fort marche toujours sur le plus faible. Les courants qui nous ont créé, le capitalisme et les ceci, ainsi. En tout cas, c'est diabolique pratiquement. Après qu'on ait parlé autant de plus, aujourd'hui on parle de 5000 morts, 5000 personnes massacrées à Goma, déjà enterrées, 5000. Comme si cela ne suffisait pas, à Bukavu, on parle de massacre des enfants. Et pas autre personne qui le dit, que ce soit à Goma. C'était l'ONU qui a avancé le chiffre de près de 3000. Mais aujourd'hui, la même ONU confirme le chiffre de 5000 personnes déjà enterrées, tuées à l'occasion. Mais c'est la même ONU qui affirme, dans le cas de Bukavu, qu'on venait de massacrer les enfants. C'est qui alors? C'est la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui donne cette information. C'est cruel. Il y a une politique d'effacement. Il y a une politique d'effacement. Il y a une politique de déportation. Il y a une politique de remplacement. Et vous avez suivi. C'est lui qu'on a laissé comme gouverneur à Goma. Il vous dit, je dois privilégier mes origines. Moi, la langue que je dois parler, c'est la langue de mes origines, c'est le Kinyarwanda. Je n'ai qu'à faire avec le français. Je n'ai qu'à faire avec le Swahili. Je n'ai qu'à faire avec le Lingala. Moi, c'est le Kinyarwanda. Les activités, mariages, ainsi de suite, s'organiseront en Kinyarwanda. Et là, on est en train d'imposer la langue Kinyarwanda. Et maintenant, les gens vont parler le Kinyarwanda. Et ça va être comme si une extension claire maintenant du pouvoir rwandais sur la partie d'un pays autre. Ici, la République démocratique du Congo. Est-ce que nous savons comprendre la gravité de la question? On peut ne pas aimer Tshisekedi, s'il vous plaît, mais dans cette allure, en tout cas de mon point de vue, nous sommes en train de perdre notre pays. Vers Rusizi, vous avez vu, la barrière, il y a un pont. Les militaires rwandais, avec ceux qui sont déjà entrés dans le sol congolais, du côté Kivu, Bukavu, ils se saluent, ils s'encouragent et l'autre dit, en tout cas, félicitations les gars, nous les avons eus. Maintenant c'est fini. Cette barrière n'a plus de sens. Nous les avons eus. Et ils sont contents. Une dame aussi, sur place à Bukavu, il sort, elle s'exhibe, elle démontre comment maintenant elles peuvent s'imposer comme telles. C'est Inituti. C'est à ce niveau-là. Alors maintenant, l'ONU nous parle des tueries des enfants sommairement tués. Des enfants sommairement tués. Quelle cruauté. Brutalement fauchés. Volontairement tués. Pas accidentellement, volontairement, sommairement, délibérément tués. Mais je ne sais pas, la même ONU va se limiter à dénoncer. Moi, je sais que la Cour pénale internationale, c'est une poche judiciaire de l'ONU. Est-ce qu'il faudrait qu'on la saisisse? Ou elle peut d'elle-même se saisir des cas comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas déjà maintenant envoyer on appelle quoi? Les mandats d'arrêt, des mandats d'arrêt internationaux contre certaines personnalités victimes, sinon responsables de ces actes ignobles, de tueries, d'assassinats, de massacres, de tueries, non, d'exécutions sommaires sur le sol congolais et contre le Congolais. Ça va se limiter comme ça à dénoncer. On a tué autant, et après? Et après? Nous nous posons la question, et après? Si c'était
que c'est les Congolais qui ont dénoncé, on dirait, bon voilà, ils exagèrent un peu. Mais là, c'est l'ONU. Ça, c'est les petits cas que vous aviez vus. Mais d'autres cas, vous voyez comment on fouette les gens en plein air, comment on tue les gens, on fait... L'homme, il y a un musicien qu'on a tué dernièrement à Goma, vous voyez, tout s'est fait au vu et au su de tout le monde. Franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal. La présence de l'armée ougandaise dans la partie Ituri. Il est vrai que depuis longtemps, il est vrai que nous mutualisons les efforts de contrôle, de lutte contre les ADF avec l'Ouganda. Ça, c'est vrai. Mais leur temps est très suspect maintenant. Le nombre qu'ils ont déployé cette fois-ci, ils ne l'ont jamais fait dans le passé. Attention, j'alerte. Chers membres de la communauté, vous pouvez bien me suivre. Il y aura un jour où on pourra revenir sur ça. Vous allez vous rappeler que j'avais dit. Le Rwanda avait aussi à son temps mutualisé les efforts avec nous. Le prétexte qu'il a toujours avancé pour atteindre aujourd'hui son objectif a toujours été de venir maintenant traquer les FDLR. Alors, pour cela, il faudrait qu'il y ait un espace de protection qu'on a bien voulu à travers les différents accords qu'on a signés, nommés comme une zone sinistrée. Et cela pour qu'il impose maintenant son pouvoir, il élargisse maintenant son pouvoir et que l'exploitation soit à son avantage, à son intérêt total. Vous observerez que toutes les positions prises par Paul Kagame sont appuyées par Yoweri Museveni. Même pour cette question d'échange, c'est lui qui a plus poussé pour que la RDC échange obligatoirement avec le M23, c'est Yoweri Museveni. Et les deux ont le même langage. Et maintenant qu'on constate que le Rwanda est en train d'avoir les espaces en RDC, et aussi, de mon point de vue, ont développé pratiquement la même stratégie pour avoir la partie de la RDC, Ituri. Vous allez vous en souvenir, même à l'entrée de l'AFDEL, les deux ont mutualisé leurs efforts pour appuyer Mouzé avec son équipe et ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Vous allez vous en souvenir qu'à un moment, ils se sont retrouvés à Kisangani dans le combat des espaces. Les deux armées étrangères se sont tirées sur le sol congolais. Et lorsqu'on parlait de la balkanisation à son temps, souvenez-vous, on parlait d'Ouganda, même si on insérait Burundi à son temps, on parlait de Rwando, Burundais, ainsi de suite. Ougandais, ainsi de suite. Ils sont toujours en intelligence. Burundi aujourd'hui, c'est Ndayishimiye. Voilà. C'est lui qui aujourd'hui a stabilisé la question, qui a compris, qui a développé le sens humain, en fait, que nous encourageons aujourd'hui, que nous savons féliciter. Et donc, l'Ouganda a toujours développé ses velléités de la même manière que le Rwanda. Alors maintenant, le Rwanda gagne les espaces pour la même cause. Ne pensez pas que l'Ouganda n'a pas envie de faire comme le Rwanda. Et c'est à nous d'être conséquents, à nous de pouvoir nous organiser normalement. J'ai bien voulu alerter. J'ai bien voulu alerter. Je vais vous informer ici que le ministre de l'Intérieur aussi a pris un télégramme demandant maintenant les chefs d'entité à travers les différentes provinces de ne pas bouger, de ne pas sortir de leur province. Ils doivent encadrer, ils doivent sensibiliser la population. Ils doivent renforcer, en tout cas, la stratégie de la protection des entités. Donc, les gouverneurs, les maires de ville, les bourgmestres, les administrateurs et le reste, personne ne peut à ce jour faire des déplacements. Ils doivent rester dans leurs entités afin de sécuriser le pays. La dernière question d'analyse aujourd'hui, c'est en rapport avec les échanges entre le président de l'ESID, Martin Fayoulou,
et quelques membres de la confession religieuse. Mon Dieu, ce pays, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faisons la guerre. La prière ne résoudra aucun problème. Sinon, l'Israël ne ferait pas la guerre. C'est là que Jésus est né. Mais ils ont toutes sortes de chars, toutes sortes d'armes, toutes sortes d'unités militaires, bien aguerries, bien préparées, pour sécuriser leur nation. C'est là qu'il y a le tombeau de Jésus. C'est là que beaucoup de gens que nous lisons dans la Bible sont décédés. Ils ne croisent pas les bras pour dire non, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu, non, 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 non. Mais chez nous ici, c'est tout un problème. Les pasteurs, quoi encore? Il y a une initiative, en tout cas pondue par l'ECC et la SENCO. Ils ont échangé avec le chef de l'État, ils ont échangé avec Martin Fayulu. Ils disaient, mais vous créez encore autre démarche pour perturber les choses. De la même manière que vous avez toujours fait lorsqu'il faut faire le choix du président de la CENI. Et conséquence, on n'a jamais eu des personnes moralement assises à pouvoir, en tout cas, nous organiser les élections. On a toujours eu des gens à tendance à coloration politique. Et ce qui fait que souvent nous avons des contestations, des protestations à cause de vous. Et vous continuez encore maintenant. Parce que simplement, il y a une initiative déjà faite par les autres. Et voilà, c'est dans le sens de perturber. Mais le dialogue ici, vous ne constituez pas l'obstacle. Vous n'êtes pas en conflit avec les gens. Alors votre problème, c'est où? Le problème, c'est au niveau des acteurs politiques. Au niveau des militaires pour les conscientiser en même temps. Votre problème, vous, les acteurs religieux, c'est à quel niveau où le pays connaît des problèmes, on peut connaître de rébellions, des guerres comme nous connaissons aujourd'hui. Votre problème, c'est à quel niveau? Je pense, de mon point de vue, qu'il fallait laisser l'initiative de l'ECC et de la SENCO. Parce que lorsque vous venez avec d'autres idées qui peuvent contredire les premières idées, ça risque maintenant... Non, trop de stratégies tuent des stratégies. Trop de démarches mènent à l'échec. Parce qu'on risque de manquer la concentration. Vous nous amenez trop la distraction, les pasteurs, trop la distraction. Avec l'impression par votre comportement, on croirait comme si vous êtes les meilleurs, alors qu'en réalité, vous êtes les mauvais. Confère la déclaration de Denis Lessi sur le choix de Corneille Nangaa pour conduire, sinon présider, la CENI. Vous trompez toute une nation. Et le matin, vous êtes dans vos chairs en train de prêcher. Et vous pensez que nous devons continuer à vous croire de cette façon. Vous nous rendez mauvais service, très mauvais service. À chaque fois lorsqu'il y a un problème, vous cherchez toujours à prendre le devant. Quel est le prévalu? Vous apportez quoi de plus dans tout ce que nous voyons souvent dans la nation? Vous apportez quoi de plus? Moi, je ne sais pas. Nos pasteurs apportent quoi de plus pour qu'ils prennent toujours le devant? Et le devant, en fait, compte pour perturber les choses, déranger les choses et faire un jour agenouiller le pays. Moi, à la place de Martin Fayulu, je n'allais pas les recevoir. J'allais dire merci, mais nous avons échangé déjà avec la SENCO et les CC. La meilleure des choses est vous les rejoignez et comme ça vous échangez ensemble. Vous allez trouver un compromis afin que vous puissiez évoluer et nous permettre, nous aussi, de venir donner les avis afin de rechercher la cohésion nationale. Mais si chaque groupe doit créer maintenant son organisation, nous aussi de la société civile, nous allons créer aussi notre organisation, nous allons aussi les rencontrer. Déjà là, c'est un désordre. C'est un désordre. En tout cas, merci. Ce pays, les sérieux ne sont pas très nombreux. Nous devons nous battre. C'est un combat de chaque jour.
Nous vous remercions, chers membres de la communauté. Nous sommes à la fin de notre émission. Partageons l'émission, sont toujours très nombreux. Sont nombreux. C'est ici. Commentons, aimons l'émission. Partageons, aimons l'émission. L'autre me dit, Monsieur Pascal, j'ai aimé son propos aussi, hein. Pourquoi je ne vois ni quelqu'un de la famille de Tshisekedi pour le défendre? Je ne vois que d'autres personnes, pourquoi? Et il dit, mais sont eux qui bouffent l'argent, mais pourquoi ils ne défendent pas leurs frères? Eh bien, non, ici, il s'agit du pays, ça n'a rien à voir avec la famille. Et il m'a rétorqué, il m'a dit, mais oui, le pays, mais c'est la famille qui a gagné plus, qui gagne plus. Pourquoi la famille ne le défend pas? Pourquoi seulement d'autres personnes? Eh bien, non. Un citoyen, un patriote ne peut pas dire ça. Et un membre de la communauté, si je le dis, c'est parce que c'est un membre de la communauté. Un patriote ne peut pas dire ça. Les gens se battent pour la nation. Tshisekedi est là pour le compte de la nation. Il est là, il est président pour la nation. Il n'est pas président pour la famille. On peut ne pas l'aimer, mais les jalons qu'il a déjà lancés, aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas les comprendre. Il y aura un jour où nous allons comprendre que la voie qu'il avait amené le pays était une bonne voie, était une meilleure voie. Mais malheureusement, ça il faut savoir le dire, l'entourage n'a pas été, ou sinon n'est pas bon pour le chef. Et l'autre aussi me dit, mais pourquoi jusqu'ici, il continue à maintenir son ministre de la Défense? Il ne comprend pas qu'il n'apporte rien. Celui-là, en tout cas, moi j'ai été d'accord avec lui parce que je le dis de temps en temps ici, en période de guerre, en réalité, on ne peut pas avoir un civil comme ministre de la Défense. Quel plan militaire qu'il connaît, plan de guerre qu'il connaît? Encore que nous allons de défaite en défaite. En réalité, il faut changer. Il faut changer même l'équipe, chercher notre équipe. Allez, refaire les choses autrement et puis voir comment on peut avancer. Là, je lui avais donné raison et il avait effectivement raison. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Aimons le pays. Ici, c'est contre nous-mêmes. Ce qui arrive là, c'est contre nous-mêmes. Merci. Au revoir. À la prochaine.